Voilà un sujet que je voulais aborder et qui fait écho à mon précédent podcast sur le mensonge de l'éducation ultra positive. Je précise bien le ultra, attention. Et il s'agit donc du sujet du don de soi pour ses enfants et de ses limites. Alors normalement, si j'ai bien écrit mon sujet, vous devriez vous sentir un peu décomplexé après l'avoir écouté, parce que quand je m'adresse à un parent ou à un futur parent, j'aime qu'à la fin de notre échange, il se sente en confiance pour qu'il gagne en assurance et non pas l'inverse. Donc, nous sommes tous d'accord pour dire que l'amour pour son enfant est inconditionnel. Et comme tout amour inconditionnel, parfois nous dépassons certaines limites cachées derrière le fait qu'on agit sous inspiration de l'amour. Et d'ailleurs, l'amour inconditionnel d'un parent m'a souvent fait penser à l'amour passionnel que l'on peut avoir parfois pour un partenaire. Vous savez, c'est aimer prêt à tout jusqu'à la mort pour l'autre, ne jamais vouloir le perdre, être extrêmement possessif, etc. Alors ces amours-là ne se ressemblent pas sur le fond, attention, mais je dirais plutôt sur l'intensité. Sauf qu'un amour passionnel qui est mal maîtrisé, il donne lieu à de grandes catastrophes, comme beaucoup d'extrêmes. D'ailleurs, on en arrive toujours à cette même conclusion avec moi. Et c'est avec recul et expérience, je pense être légitime de parler d'expérience quand je parle de mon cas, car comme je le dis assez souvent, je vais avoir donc mon 3e enfant, certes, mais avant d'avoir mes propres enfants, j'ai eu des sœurs jumelles dont j'aurais largement pu être la mère. J'avais 17 ans et demi quand elles sont arrivées au monde quand même. Et je me suis énormément occupée d'elles durant les 2 premières années de leur vie. Je les ai vraiment gérées de A jusqu'à Z. Il y avait des journées comme ça où vraiment du lever petit déjeuner à la douche, à couper les ongles, à faire la sieste, à jouer avec, à les habiller, les divertir, etc. Je me suis vraiment conduite en maman déjà avec elles. Mais bien avant elles, il y a eu ce petit frère aussi qui est né quand j'avais 10 ans et pour qui on m'avait confié aussi des responsabilités assez jeunes, assez différentes de celles que je vous décris avec mes petites sœurs. Mais bel et bien des responsabilités quand même de surveillance et de biberon et de couches. Et même avant ça, j'étais l'aînée des cousins et des cousines que je fréquentais régulièrement et pour qui j'avais cette posture de protectrice autour d'eux parce que j'étais la plus âgée. Donc les enfants, je pense que ce n'est pas de trop de dire que je les connais. Je ne suis pas experte, ça c'est sûr, mais je connais. Filles, garçons, j'ai vu suffisamment d'enfants passer dans ma vie pour avoir pris le temps de les observer, de les comprendre et surtout pour avoir essayé plusieurs choses et en tirer des conclusions. Donc, pour en revenir à l'amour inconditionnel, je pense qu'en tant que parent, excepté les exceptions navrantes de parents qui ne méritent même pas de se faire appeler parents, nous aimons tous nos enfants à la folie, au sens propre comme au sens figuré. Et comme toute addiction pouvant pousser à la folie, nos actes peuvent être le reflet de cet amour. Et oui les copains, l'amour, c'est quand même une drogue assez dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui réagiront et se conduiront avec démesure pour leur enfant, alors que d'autres seront plus mesurés, parce que ce n'est pas forcément nécessaire d'être dans la démesure pour prouver qu'on aime quelqu'un. Qu'on soit mesuré ou démesuré, en vérité, l'amour, il est juste identique. Le sentiment d'amour est identique dans les 2 cas de figure. Mais ce qui va être différent, ça va être la gestion de cet amour. On n'a rien à se prouver les uns les autres. Il n'y a pas à se rendre malade et à rendre malade son entourage pour montrer qu'on aime plus que les autres. Ça relève de l'ego et ça n'a rien à faire dans une éducation, d'après moi. Donc, justement, pour ma part, je le dis avec assez d'assurance parce que j'ai été justement ces 2 types de personnes à quelques années d'écart. J'ai été cette fille fougueuse et sans remise en question sur ma gestion de l'amour, que ce soit avec mon premier enfant par exemple, et même en relation. Et au fil des années, au fil d'expérience du coup, aujourd'hui je suis devenue quelqu'un de plus mesuré et je peux vous affirmer que rien ne vaut la mesure en amour. Parce que c'est la mesure qui va te faire prendre les meilleures décisions, avoir les meilleures réactions et surtout faire le moins de mal. Parce qu'un amour inconditionnel qui n'est pas sous contrôle, ça fait mal physiquement et moralement. Tout te fait mal, cet amour te fait souffrir parce que tu as mal à l'idée qu'il puisse arriver ne serait-ce qu'une bousculade à ton enfant dans un parc, tu as mal de le savoir loin de toi, tu as mal de lui dire non, même si c'est pour son bien, tu as mal de le voir contrarié et j'en passe.
Et cet amour-là est parfois poussé à l'extrême, au point de prendre une place qui n'est pas nécessaire dans le foyer et ni même en société. On y reviendra en conclusion. Là, depuis que mon 3e bébé est en route, j'ai établi une liste de gestion et d'habitudes que j'aimerais donner à mon fils dès la naissance. Ouais, une liste de gestion, je vous jure. Cette liste, elle n'a jamais existé auparavant. Mais cette fois-ci, j'ai souhaité faire autrement, parce que s'occuper d'enfants, c'est pas une mince affaire. Ça use beaucoup. Et je savais par avance que pour le bien-être de notre famille, de nos 2 premiers enfants et de mon mari et de moi-même, bien sûr, sur le plan de la charge mentale pour tous les 2 et de la fatigue pour tous les 2 aussi, il faudrait dès le départ poser une discipline. La discipline, honnêtement, m'a tellement plus aidée que le laxisme dans mon parcours de parentalité. Ça paraît logique dit comme ça, mais je vous garantis que je connais de moins en moins de parents qui sont à cheval sur des essentiels, la politesse, la discipline. Et je trouve ça dommage parce que ça a comme une connotation négative quand tu entends parler de discipline. Tu verrais presque la cravache faire ksh, alors que pas du tout. Alors évidemment, bon, je parle de moi. Normal, je suis sur ma chaîne, les gens qui me suivent sont intéressés par ce que je produis, par ma personne, par mes méthodes. Et si je les partage aujourd'hui avec vous, ces réflexions, ces pensées, c'est parce que moi je suis intimement convaincue en fait qu'elles ne sont pas mauvaises. Donc pour en revenir à la discipline, on va dire que je vois plutôt ça comme un rituel de bienfait sur le long terme. Oui, je vous assure. Chaque expérience de ma vie m'a enseigné un bienfait ou un méfait qui me sert de support. Par exemple, j'ai pris le sein jusqu'à un peu plus de 6 ans. Ça fait tard, hein ? Je vous dis un peu plus de 6 ans, c'est parce que je vacille, j'ai des doutes entre 6 et 8 ans. Donc on va dire 6-8 ans. Et par conséquent, j'ai partagé le lit de mes parents jusqu'à au moins 9 ans. Encore une fois, je vous dis 9 ans, mais je pense que j'ai oscillé entre les 9 et 12 ans aussi, mais avec moins de régularité. Donc c'est très tard, c'est une énorme intrusion. De mon point de vue d'enfant, évidemment, je me sentais à ma place, en extrême sécurité, mais le point de vue de mes parents dans tout ça, si je leur avais posé la question, il n'y avait plus d'intimité déjà. Plus de confort non plus dans le sommeil. Ça, j'ai commencé à le comprendre entre les 9 et 12 ans parce que après, j'ai fini par dormir seule dans ma chambre, tout simplement parce que 3 dans un lit de place, ça commençait à devenir désagréable. Et pour moi, je veux dire, donc, j'ose même pas imaginer pour mes parents qui n'avaient pas ma corpulence à quel point ça devait être affreux de dormir avec un enfant aussi grand dans le même lit. Et cette situation, finalement, a été vite ingérable. Et je pense que je ne me trompe pas si je peux dire que ma mère m'en a beaucoup voulu, finalement, de dormir aussi tard avec eux, parce que, finalement, j'étais devenue un problème dont elle n'avait pas la solution. Elle avait beau essayer de me coucher, elle avait beau essayer d'user de toutes sortes de paroles, de toutes sortes de ruses, de veilleuses, de portes ouvertes, de ce que vous voulez. Ça ne fonctionnait pas. J'étais amourachée à ce lit parental, à ce lit familial. Et oui, elle a eu des mots et des attitudes très dures envers moi parce que elle m'en voulait d'être présente dans ce lit et dans cette chambre de laquelle elle ne me voulait plus. Et mes premières expériences d'ailleurs avec l'anxiété remontent justement à ces nuits, ces moments où ma mère essayait de me coucher seule dans ma propre chambre. Je ne pouvais pas concevoir qu'elle s'éloigne de la pièce et me laisse seule, là, dans le noir et le silence. J'en tremblais, j'en pleurais, je posais mes yeux partout et il n'y avait rien qui ne me soulageait. Comme je vous ai dit, ni même les veilleuses, ni même la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, rien. Mais si cela a existé d'après moi, c'est juste parce qu'on l'a permis. C'est bien beau après d'en vouloir à un enfant d'être à une place qu'on n'estime pas être sa place. Mais en attendant, est-ce que c'est à cause de l'enfant, tout ça ? Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit à cause de moi que cette situation soit arrivée. Je pense que j'ai servi de doudou, j'ai servi de réconfort en étant bébé, que ma présence a été réconfortante et apaisante jusqu'à un point où, une fois en ayant grandi, ma présence devenait dérangeante. Et du coup, ce ne sont plus mes besoins qui ont été entendus finalement, c'est les besoins de la maman. C'est la maman qui avait besoin de ce rapprochement, c'est la maman qui avait besoin de ce contact. Et dès lors qu'elle n'en a plus eu besoin,
Eh bien c'est là qu'elle a commencé à se dire, il faut que cet enfant dorme seul. Sauf que l'enfant, bien consciente, parce que quand on dépasse les 6 ans, je peux vous dire qu'on est très conscient, c'était devenu la croix pour me faire dormir toute seule. Parce que je ne comprenais pas, pour moi la vie c'était comme ça. Pourquoi il aurait fallu que ce soit autrement? Mais c'est terrible d'être tout seul. C'est terrible parce que j'en avais conscience. Encore une fois, si tout cela s'était produit encore à un âge où la conscience et les habitudes pouvaient être modelées, ça ne serait sûrement pas arrivé. Et oui, il fut un temps où on m'a donné énormément d'importance au-delà même de mes besoins. Je reviens sur l'allaitement, être allaité si tard et dormir avec mes parents si tard, je le dis, je le répète, je ne suis pas sûre qu'il s'agissait vraiment d'un besoin à la base. C'était surtout une mauvaise habitude que l'on m'a donnée. Il faut savoir en tant que parent vraiment faire la différence entre un besoin et une mauvaise habitude. Avant de prendre une décision tout aussi dérisoire qu'elle pourrait vous paraître, dites-vous bien en tête, est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment nécessaire? Si la réponse est oui, soit. Si la réponse est non, soit aussi. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu cette tendance à penser que l'enfant a besoin. Les besoins d'un bébé, déjà pour commencer, les besoins d'un bébé sont très primitifs. Les bébés, les enfants ont cette immense capacité à s'adapter à ce qu'on leur donne. Et le problème, c'est que quand on est surattendri par son nourrisson, par son bébé, par son enfant, on n'est plus objectif. Et n'étant plus objectif, c'est qu'on a déjà basculé dans une dimension irréelle et on va commencer à donner beaucoup trop de place dès le début jusqu'à ce que faire marche arrière ensuite devienne très pénible pour tout le foyer. Et ça va devenir aussi conflictuel du coup entre le parent et l'enfant, comme j'ai pu vous donner l'exemple avec ma propre expérience. Mais attention, c'est pas systématique. Mais je vous montre un risque. C'est comme pour tout. Il y a des règles, des interdits dans la société à cause de certains risques. Ça ne veut pas dire que ça va être systématique. Ça veut juste dire que c'est possible. Vous savez, moi je ne suis pas différente des autres. En vérité, je suis quelqu'un comme tout le monde. Donc ce qui m'arrive, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. C'est notamment pour ça que je suis assez prudente maintenant avec les discours ultra positif autour de la parentalité, la maternité, et l'éducation aussi, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vécues enfant, où ces spécialistes vous promettent, ils vous promettent vraiment que si vous vous comportez comme ceci, comme cela avec votre enfant, vous verrez plus tard, votre relation sera formidable et compagnie, votre enfant va devenir quelqu'un de solide, de stable émotionnellement, avec un gros mental, et j'en passe. Mais quand je compare à mon expérience, qui est une vraie expérience vécue, avec tout de même du recul, j'ai 31 ans. Donc on a du recul, je suis adulte aujourd'hui, et en fait je me dis bullshit. Encore une fois, il se peut que ça fonctionne, mais il y a aussi ce risque que ça échoue, et je trouve qu'on parle assez peu du risque d'échec qui existe. Voilà, encore une fois, si je regarde ma vie passée, j'ai vraiment profité de toutes ces bonnes choses que l'on prône aujourd'hui, cododo jusqu'à ce que l'enfant n'en ait plus besoin, allaitement à la demande jusqu'à ce que l'enfant n'en ait plus besoin, et récompense de liens très solides dans la famille entre la mère et l'enfant. Si je regarde ma relation aujourd'hui avec ma maman, je peux vous jurer que personne ne nous l'envie. Notre relation est une relation ratée et irrattrapable pour de nombreuses raisons que j'ai pas évoquées ici, mais ça reste un constat bel et bien réel. Donc voilà pourquoi, malgré tout l'amour que j'aurai pour ce futur bébé, je ne reproduirai pas ce genre de choses. Je ne ferai pas un long cododo. Les premiers mois de sa vie se feront certes dans ma chambre, non loin de moi, où je répondrai par contre à ses besoins à la demande, parce que là, pour le coup, laisser pleurer un bébé, je ne suis pas pour. Mais les dodos en journée se feront dans la chambre, seul, dans le noir, et l'habitude se mettra en place de par elle-même jusqu'à ce qu'il dorme à 100% dans sa chambre, pas trop tard. Et pour autant, est-ce que vous pensez que si je fais ça à mon enfant, ça veut dire que je vais moins l'aimer que les précédents? Assurément non. Mais je pense avoir compris quelque chose avec le temps. C'est qu'une famille stable
qui fonctionne est une famille où aucune des places n'est sacrifiée. En gros, la mère ne doit pas devenir l'ombre des siens. Un père non plus. Les premiers enfants ne doivent pas non plus perdre leur importance initiale. Mais pour que ça marche et que ça se maintienne, il faut réfléchir à tout ça, en prendre conscience et se désencombrer de gestes et d'attitudes inutiles. Parce qu'instinctivement, la première des habitudes que vous allez avoir à l'arrivée d'un nouveau bébé à la maison, ça va être de focus à 1000% dessus. Et même si on va se dire « non, je ne fais pas de différence, non, je n'oublie pas les premiers enfants », attends de voir, ne parle pas trop vite. Tu vas peut-être y penser au début, mais tu vas très vite te laisser dépasser. Et même si on ne se l'avoue pas toujours, c'est un sentiment qui existe toujours au fond de nous. Donc il faut apprendre, je pense, à être objectif avec soi-même. Ce n'est pas une humiliation que d'être humain. Et parfois, oui, on n'a pas toujours la bonne attitude. Mais pour pouvoir endiguer ça, il faut pouvoir y penser. Je reviens rapidement sur le choix de l'emplacement de bébé pour son sommeil. Ça ne signifie pas non plus que comme il ne va pas systématiquement dormir lové contre moi, il n'y dormira jamais contre moi. Ah non, ça ne veut pas dire ça. Je ne vais pas élever un robot, vous voyez. De temps en temps, j'aurai envie de ce câlin, j'aurai envie de le garder dans mes bras s'il s'endort dans mes bras, et j'en profiterai pleinement. Mais en termes d'habitude, il ne faut pas que ce se répète trop souvent. Cela ne veut pas non plus dire que son isolement dans la chambre, la journée, pour dormir dans le calme, va sous-entendre que je vais, comme je disais tout à l'heure, ignorer ses pleurs ou son mal-être, si jamais le sommeil n'est pas terrible. Je suis contre ça. Un pleur, c'est une alarme. Une alarme, ça signifie qu'il se passe quelque chose, donc il faut une intervention. Voilà, moi, c'est basique, mais je réfléchis vraiment comme ça. Donc pour en revenir à l'emplacement de l'enfant, je vais terminer. L'enfant s'en soucie tellement peu de son emplacement tant qu'il s'y sent bien. Ceux que ça dérange finalement, ce sont les autres, ceux qui ne sont même pas directement concernés, l'entourage, les gens. Mais je vais beaucoup me répéter, je pense qu'il est bon de chausser de bonnes bottes pour éviter de se mettre des épines dans le pied. Parce que cette énergie que vous allez sauver servira à bien d'autres choses beaucoup plus agréables pour tous plus tard. C'est un peu comme le portage, vous voyez. Il y a des experts, des personnes qui peut-être s'autoproclament, je ne sais pas, mais des experts qui disent qu'il faut porter un enfant aussi à la demande, le porter, ça l'apaise. Oui, ça l'apaise, mais vous savez, il n'y a pas que le portage comme source d'apaisement. À titre personnel, j'utilisais aussi le portage quand les endormissements étaient parfois un peu compliqués. Voilà, quand le sommeil ne venait pas, que je sentais mes bébés fatigués, là, ma fille, j'avais une écharpe de portage, je enfilais mon écharpe, je mettais mon bébé dedans. Et effectivement, elle s'endormait en un claquement de doigts. Mais cette méthode était utilisée en cas d'extrême urgence. Et je pense que c'est pour ça que ça a été aussi efficace, parce que comme c'était exceptionnel, eh bien ça a bien fonctionné. Moi, je veux vous dire comment je perçois un peu cette histoire de portage à la demande et pour tout le temps, même pendant le ménage, même pendant la cuisine, même pendant que l'enfant ne demande rien. Je le perçois comme un calmant. Voilà, on met son enfant sous calmant, donc le portage serait le calmant, et on le met sous calmant toute la journée parce que c'est plus simple, c'est plus agréable, il pleure pas, il demande rien, il est porté. Mais comme tout calmant, le jour où tu les arrêtes, et ben là, tu as un contre-coup qui est quand même difficile à gérer. Donc pense-y. Alors que si ton enfant, t'essayes de gérer sa journée sans lui filer ce calmant, mais que le jour où vraiment il a une grosse difficulté émotionnelle ou d'endormissement, tu lui donnes ce calmant du portage, là je peux te dire qu'il va apprécier la différence et que l'efficacité sera vraiment bénéfique. Encore une fois, ça n'engage que moi, que mon expérience, que mon appréciation, que ce à quoi j'ai assisté de mes propres yeux dans ma vie. Et pour conclure, il est tentant de s'abandonner dans le regard de son enfant jusqu'à en perdre la raison, on l'a bien compris, mais l'amour ne fait pas tout. L'amour ne se transmet pas par le laxisme et le relâchement. Encore une fois, enfant, je me souviens ne pas avoir eu beaucoup d'interdits et avoir profondément envié, paradoxalement,
ces foyers où les parents donnaient un cadre, des horaires, des règles, avec des interdits et des permissions à leurs enfants. Quand j'allais dormir dans ces foyers, et que j'étais du coup moi aussi soumise à cette discipline, je ne ressentais plus ce sentiment de vide autour de moi. Il n'y avait pas de place à l'imprévu. Pas d'interrogation qu'un enfant ne devrait même pas avoir comme « à quelle heure le repas va être ce soir ? À quelle heure est-ce qu'il va y avoir une douche ? Est-ce que je vais avoir une douche ? Le programme du jour, ça va être quoi ?» Et je peux le dire aujourd'hui, à 31 ans, oui, j'ai souffert toute mon enfance du manque d'organisation de ma maman. Car le manque de gestion familiale n'est pas du tout sécurisant pour un enfant. Je n'ai pas oublié mes sensations, je peux vous jurer. Rien ne te donne l'impression d'être sous contrôle, tu te poses sans cesse des questions. Et tout ça peut être invisible pendant longtemps pour le parent, parce qu'un enfant intériorise beaucoup ce genre de sentiments. Donc lui, le parent, il a l'impression que ce qu'il fait, c'est pas mal, mais l'enfant ne te le dira pas. Ça prendra du temps. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai ce raisonnement. Je pense constamment à cette petite fille que j'ai été et je me dis je ne veux pas la trahir, cette petite fille. Je retiens sa douleur, je me rappelle des promesses que je me suis faites à moi-même sur ce qui est à faire et à ne pas faire. Quand je me disais quand je serai maman, moi je ferai jamais ça ou quand je serai maman, moi je ferai ça. Je n'ai pas oublié ces paroles et je voudrais juste souligner qu'il n'existe pas une bonne éducation, mais bien plusieurs, heureusement. Un enfant, encore une fois, il aura les habitudes qu'on lui donne. Si la priorité est posée dès le départ, alors le travail, il sera déjà à moitié fait. Parce qu'à côté de ça, un enfant qui sera toujours habitué à tout avoir, à toujours gagner, à toujours avoir le dernier mot sur tout, sera un jour au contact d'autres enfants et deviendra même un citoyen à son tour. Quel genre d'impact aura-t-il en société d'après vous ? Moi, je suis fermement convaincue qu'on doit éduquer nos enfants de manière convenable pour la société, parce que nous vivons en société. Si on vivait en dehors de la société, un peu marginalisé, en ermite ou je ne sais trop quoi, je pense que je tiendrais un autre discours, ça c'est sûr. Mais le fait est qu'on vit en société. Et quand on souhaite y rester, il faut être citoyen, il faut être collectif, et pas être un individu borné, imbu de sa personne, qui se fait passer avant tout le monde, sans empathie. Et je trouve que ça, plus ça s'apprend jeune, plus c'est bénéfique. Aussi, je terminerai ce podcast avec une petite nuance. Je vous dis tout ça encore une fois avec un bon 27 ans de contact avec les enfants, sans être experte. Ma vision est aussi celle d'une personne qui a le sentiment d'avoir déjà beaucoup donné. Je pense que vous avez compris. 27 ans au contact des enfants, ça laisse forcément une certaine fatigue. Mais pour un couple qui n'a pas été autant au contact des enfants et qui attendrait son premier bébé ou quoi que ce soit, c'est vrai que des paroles comme les miennes, je me garderais bien de les donner. Voilà, on n'a pas tous la même expérience encore une fois, et l'expérience qui s'enseigne le mieux, c'est l'expérience que l'on apprend sur le tas par nous-mêmes, pas celle qu'on nous enseigne. Alors patience pour les plus avancés, mais vigilance pour les débutants. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt.